Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 443 du podcast Jean Actu la Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés, cette semaine, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Tu es revenu bien bronzé, dis donc. Ah ouais, tu le joues extrêmement bien. T'as vu ? J'ai pris un peu de couleur quand même, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai quand même pris un peu de couleur. Je me permets de faire allusion parce que tu avais trollé sur Twitter le jour du match de Dolphins-Jaguars, ça je crois, ouais, en disant que tu voyais bien le match alors qu'en effet tu étais sur une île paradisiaque sur laquelle tu étais allé déposer un peu d'argent avant de revenir nous voir éventuellement. Exactement. Mais Raoul, quand il a regardé ce formidable Jaguars-Dolphins, c'était lui-même sur une île presque paradisiaque. Oui, un peu différente quand même au niveau du climat. Oui, c'est pas le même cadre, on est d'accord. C'est vrai. Bon. Très content de te retrouver. En tout cas, messieurs, cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Les liens sont dans l'article du podcast sur le site. Messieurs, on va parler des Chiefs en galère, des Titans en feu, des Bengals qui confirment, des Raiders qui enchaînent. C'est le débrief de la semaine 7 et c'est maintenant. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Les Raiders, on va y venir, mais on va commencer avec les Titans et les Chiefs, 27-3 pour Tennessee dans ce match. Le premier match à moins de 20 points cette saison pour les Chiefs, et pas seulement un match qui est plein de mauvaises premières pour Kansas City. La dernière fois qu'ils avaient marqué moins de 10 points, c'était contre les Buccaneers au Super Bowl. Aucun match à moins de 17 points l'an dernier, aucun match à moins de 13 points en 2019 et aucun match à moins de 26 points en 2018. Donc 3 points, inutile de vous dire que c'est du jamais vu depuis que Patrick Mahomes est leur quarterback. Est-ce qu'il faut s'inquiéter maintenant pour cette attaque des Chiefs ? On s'est beaucoup inquiété pour la défense ces dernières semaines. Est-ce que maintenant on est inquiet pour l'attaque ? Raphaël n'a pas l'air si inquiet que ça pour l'attaque. Écoute, sincèrement, moi, je suis pas encore inquiet pour l'attaque. Je demande à voir. Bien sûr, c'est peut-être que je peux me planter et que la semaine prochaine, il marque 0 points et c'est la panique totale. Mais là où je suis pas si inquiet que ça, c'est que malgré tout, comme tu le dis, avant ce match, et on sait que ça peut arriver quand même à une attaque de passer complètement à côté de son sujet. Ça arrive à toutes les équipes. Avant ce match, les Chiefs, ils sont sur une moyenne de 30 points depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui marque le plus de points rapportés au nombre de drives joués. C'est une équipe qui, avec cette attaque-là et malgré cette défense-là, arrivait quand même à emporter 3 matchs sur la saison parce que sincèrement, il y a d'autres équipes dans la ligue avec cette défense-là qui, à mon avis, n'ont pas 3 victoires cette saison. Et ils perdaient d'1 point contre les Ravens, ils perdent de 4 contre les Chargers. Donc, si tu veux, offensivement, moi, je trouve que malgré tout, et malgré le nombre de ballons perdus par Patrick Mahomes cette saison, qui est leader en interception, malgré les petits défauts qu'on voit, l'attaque produisait. Donc là, ils se plantent. Mais par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison offensivement, je n'ai pas envie de tout de suite tirer la sonnette d'alarme offensivement. Après, par contre, on voit bien que tout le reste va peser lourd sur le fait de pouvoir faire plus cette saison, par contre. Mahomes qui a quand même perdu au moins un ballon sur chacun des 6 derniers matchs, qu'on a perdu plusieurs sur les 3 derniers matchs. Greg, est-ce qu'il force trop, mais est-ce que finalement c'est assez réglable ou corrigeable comme problème ? Le fait qu'il soit amené à trop forcer, je ne sais pas. Après, ça a toujours été dans la personnalité de Patrick Mahomes, cette manie un petit peu, parce que c'est vrai qu'on lui a parfois un petit peu reproché. Je me rappelle de son interception, notamment sur la passe à l'aveugle face aux Chargers, où quand ça passe, on se dit « Oh là, mais le mec vraiment trop fort dans une autre galaxie ». Et puis quand ça rate, on fait « Ah bah voilà, le karma qui revient », en exagérant un petit peu, en caricaturant en tout cas. Mais si tu veux, très clairement, pour rejoindre un peu ce que dit Raph, c'est
pas Patrick Mahomes le problème. Je pense que c'est un peu la même situation que dans une franchise d'NFC West à l'heure actuelle. C'est-à-dire que malheureusement, le quarterback cache depuis bien trop longtemps les errements globaux de l'équipe. Alors certes, il y a des cibles, bien entendu, qui sont là et qui lui permettent notamment de surnager, notamment un excellent Travis Kelce depuis le début de la saison. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai que notamment, et pour rejoindre là aussi ce que disait Raphaël, c'est que sur ce match-là, encore plus, c'est peut-être la ligne offensive qui, moi, m'a vraiment inquiété. Ils ont été débordés de toutes parts par ce qui est sans doute une défense des Titans qui est un peu meilleure. Je ne vais pas devancer ce qu'on va dire après sur Tennessee. Mais en tout cas, là, très clairement, il y a des joueurs qui se sont loupés. Des joueurs notamment comme Orlando Brown, le rookie Trey Smith, qui depuis le début de la saison n'était pas forcément déshonorant, loin de là, et qui là sont complètement passés à côté de leur sujet parce qu'il y avait une D-line ou plus globalement un front seven qui les a mis constamment en difficulté. Et ça a poussé un Patrick Mahomes qui, en plus, depuis le début de la saison, compose pas avec un backfield offensif transcendant. De refaire des tonnes et on se retrouve encore avec les mêmes défauts. Il sort un moment sur commotion. Alors, c'est pas vraiment une commotion sur le papier. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de risque qu'on avait vu notamment il y a 2 ans, quand il gagne le Super Bowl avec la mi-saison où Mahomes manque quelques rencontres. C'est là, encore une fois, où il ne faut peut-être pas trop exposer le quarterback, surtout dans la situation dans laquelle sont les Chiefs aujourd'hui. 44 snaps, 18 pressions pour les Titans avec un seul blitz. Raphaël. Ouais, je rejoins en partie Grégory sur l'histoire de la ligne offensive. Là où peut-être je nuancerai un peu, c'est que je pense malgré tout, même si là, des joueurs sont passés à côté sur ce match, que la ligne offensive est un peu meilleure que sur la fin de saison dernière. Et pour rejoindre ta question, Alain, et ce que tu disais, j'ai quand même aussi l'impression que Patrick Mahomes cherche un peu trop à en faire et doit se réhabituer finalement à jouer avec une ligne offensive un peu plus fiable. Par certains aspects, j'ai l'impression de voir, effectivement, et je pense que c'était la référence de Grégory, j'ai l'impression de voir Russell Wilson qui est persuadé qu'il est tout le temps sous pression, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais cette impression d'être toujours sous pression, cette volonté d'aller chercher le big play fait que des fois, Patrick Mahomes tombe dans l'écueil un peu de trop garder le ballon, de trop attendre pour le big play que Tyreek Hill se démarque en profondeur, alors que des fois, tu as peut-être des options un peu plus proches et moins big play. Et voilà, et je pense que ça, c'est le taf d'Andy Reid, par contre, pour le coup. Moi, je parle de sa blessure de 2019. Je parle de sa blessure de 2019, c'est pas anodin. C'est aussi, est-ce que Mahomes, aujourd'hui, en termes de mobilité, a la faculté de faire ce qu'il pouvait faire lors de ses toutes premières années en NFL. Il reste très jeune, mais c'est des blessures qui ne sont pas forcément toujours anodines, surtout quand on est un quarterback qui peut être amené à scrambler, à aller chercher des premières tentatives assez souvent au sol. Ouais. Oui, il a été blessé au pied aussi, notamment, si c'est à ça que tu fais allusion. Bon, le problème principal reste la défense, alors, qui manque quand même tout simplement de talent, j'ai l'impression. Il y a Chris Jones, il y a Tyrann Mathieu, mais autour, il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a un Frank Clark très décevant depuis son arrivée à Kansas City, qui avait quand même été échangé pour un petit pactole, on va dire ça comme ça. Oui, ça manque de talent. Il y a des choix de draft un peu hauts qui ne donnent pas forcément grand-chose, notamment sur les postes de linebacker, de cornerback. Ils les choisissent tellement loin à la draft que ça finit peut-être aussi par se payer un petit peu. Beaucoup de paris sur le poste de corner. On voit que DeAndre Baker et Mike Hughes, c'est pas que parce qu'ils étaient ailleurs que leur statut de premier tour n'a pas été respecté. Ouais. J'avais un petit quiz. Le dernier Pro Bowler défensif drafté par Kansas City, selon vous? Drafté? Ouais. Le dernier Pro Bowler? Ouais. Je prends Pro Bowl parce que All Pro, c'est Chris très Jones, haut. non? Ouais, Chris Jones 2016. Ouais, c'est ça. Et avant ça? C'est aussi loin, Chris Jones. La vache. Avant Chris Jones. Me dis pas qu'on remonte quand même à Eric Berry. Non. il y en a un en 2015, un en 2014, mais qui sont plus chez eux. Je suis sûr que je connais, mais bon, non. Marcus Peters? Marcus Peters 2015, Jay Ford 2014. Ouais. Donc c'est insoluble pour la défense, en bref. Moins d'un coup de génie trade. Ils n'ont pas encore la bye week. Peut-être que pendant la semaine un peu off, on peut essayer de rechanger un petit peu quelques ajustements en défense, etc. Mais ouais, sur le papier, encore une fois, du talent, il y en a. Très clairement, encore une fois, ils ont quand même fait venir des joueurs. Au-delà du backfield défensif, où je le répète, et notamment le poste de corner, où là, il y a eu beaucoup trop de paris. Ça s'est encore de nouveau vu ce week-end avec un AJ Brown qui s'est pas mal amusé. Très clairement, ils n'ont pas un front seven, je pense,
dégueu sur le papier. On avait un Willie Gay. Je reprends le poste de linebacker dont parlait Raph. Willie Gay fait une bonne action. Nick Bolton a montré de meilleures choses. C'était pas compliqué avec son début de saison. Et sur la ligne défensive, ils ont quand même été chercher des profils comme Jaran Reed, par exemple, des joueurs d'expérience qui pourraient éventuellement. Voilà. Je continue de penser que si Kansas City arrive à atteindre les playoffs, ce ne sera pas une bonne équipe à prendre sur un match. Après, voilà, il faut clairement casser cette dynamique. Tu poses une bonne question. Est-ce qu'ils vont atteindre les playoffs? Ils sont à 3 victoires, 4 défaites maintenant. Avec une conférence américaine qui est plus relevée que la nationale, selon moi. Oui, et alors en plus, leur prochain match, c'est les Giants. Ça, c'est plutôt prenable. Derrière, il y a Packers, Raiders, Cowboys, Broncos, les Raiders, les Chargers, les Steelers, les Bengals, les Broncos. Il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même plutôt en forme dans cette liste-là. Donc, est-ce que les Chiefs, aujourd'hui, sont en danger de manquer les playoffs? On va finir là-dessus. Je pense. Moi, je pense qu'ils ont quand même toujours les moyens aujourd'hui d'atteindre au moins la barre des 10 victoires. Mais je ne suis même pas sûr dans cette AFC qui apparaît à l'heure actuelle hyper compétitive que même 10 victoires, ça suffise à se qualifier en playoff. Même avec cette équipe désormais qualifiée. Raphaël? Compliqué. Oui, il y a une vraie chance qu'ils ratent les playoffs, mais s'ils les ratent, ça ne sera pas beaucoup à mon avis quand même. Bon. Ça pourrait être un coup de pied au derrière et puis essayer de faire une bonne intersaison. On avait vu en 2019, ils avaient pris feu, ils avaient enchaîné une série de matchs absolument dingue. Et après, sur le papier, ils n'avaient pas cette défense, mais ils sont capables. Les Titans, il faut en parler quand même parce qu'ils enchaînent. Ils ont battu Baltimore, ils battent Kansas City. Est-ce qu'ils tiennent quelque chose en défense? Harold Landry, Bud Dupree ont un sac chacun, Denico Autry en a 2 et ils ont quand même été les premiers à limiter Patrick Mahomes à 3 points, ce qui est quand même pas neutre depuis 3 ans. Donc, est-ce qu'il y a enfin une défense du côté de Tennessee, Raphaël? Oui, ça a l'air. C'était la semaine dernière, on en parlait avec Lucas, on n'était pas forcément d'accord avec lui, mais lui déjà avait trouvé la prestation face à Buffalo pas si mal que ça. Là, il confirme face à une autre grosse attaque de l'AFC. Donc oui, il semble y avoir quelque chose. Après, c'est toujours pareil. On n'a quand même pas vu de constance dans la défense des Titans depuis pas mal de temps maintenant. Donc malheureusement pour eux, mais ils s'en foutent sans doute, mais j'attendrai encore quelques matchs pour vraiment être fixé là-dessus. Mais ils semblent en tout cas avoir dépassé le nombre de blessures qu'il y a dans leur défense. Ils semblent avoir remonté ça. Et effectivement, la dynamique est positive en défense. Donc ouais. Greg, est-ce que tu y crois? Oui, parce que pour le coup, alors ils ont un backfield là aussi qui me paraît encore assez jeune et perfectible. Si on met de côté notamment Kevin Byard, ça reste quand même pas mal de profils assez jeunes. Mais c'est vrai qu'on voit malgré tout qu'il y a quand même une progression assez notable avec en plus des joueurs qui reviennent, notamment comme Bud Dupree qui avait repris son petit abonnement à l'infirmerie en début de saison et qui là, en l'occurrence, pour son retour, a été hyper tranchant contre Kansas City. Sur les difficultés d'Orlando Brown, il y est quand même pour beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette équipe-là, c'est que maintenant, le danger peut venir d'à peu près partout. Puisqu'on a Bud Dupree qui revient, Harold Landry qui est un des meilleurs sackers de la ligue. Sur la ligne, on n'oublie pas des profils comme Jeffrey Simmons ou Denico Autry qui, de temps en temps, peut sortir du chapeau pour éventuellement mettre la pression. On sait qu'ils ont des backers qui peuvent blitzer avec notamment un profil comme Rashaan Evans. Donc, c'est vrai qu'il y a en effet cette capacité en tout cas à être un peu plus percutant, à retrouver ce pass rush qui a toujours fait défaut aux Titans l'année dernière, notamment depuis le départ du coordinateur Dean Pease. En attaque, ça ressemble un peu plus à ce qu'on attendait. Derrick Henry était un peu limité au sol, mais cette fois, ils ont pu passer par les airs. Il y a 133 yards pour AJ Brown. Le match perdu contre les Jets ressemble quand même de plus en plus à une anomalie. On a une équipe qui monte en puissance. Ils sont à 4 victoires de défaite maintenant. Ça commence à être plutôt pas mal. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'apesantir, messieurs, sur les qualités de l'attaque. On en a quand même suffisamment parlé ces dernières semaines. Mais en tout cas, une équipe des Titans qui est largement revenue dans la course, confortable leader de sa division. Donc, il faudra a priori, pour le coup, compter sur eux en playoff. Ils jouent les Colts, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine. À Indianapolis, ouais. Voilà, donc ils pourraient prendre le large là, s'ils gagnent. Ravens 17, Bengals 41, le match de la confirmation pour Cincinnati. Et puis en grand, pour ce coup-là, victoire large, 520 yards pour l'attaque, seulement 17 points encaissés. Cette attaque est incroyable, incroyablement fun. 416 yards pour Joe Burrow, 201 yards pour Ja'Marr Chase. Est-ce que déjà avec ce duo, ils sont dans tous les matchs maintenant? On est sur un des meilleurs duos quarterback-receveur déjà alors qu'ils sont si jeunes? Est-ce qu'avec Chase et Bureau, ils peuvent sauver les meubles? Exactement. Oh là là. Ouais, je pense que personne ne l'a fait avant moi. Non, de toute façon, c'était un petit peu ce qui était. Tu aurais pu dire, est-ce qu'avec Chase et Bureau, ils peuvent toujours renverser la table? Il y a ça aussi.
Oui, en tout cas, c'est plus commode. Bon, bref, on va enchaîner parce que sinon, on n'a pas fini là-dessus. Non, c'est sûr que, en tout cas, enfin, c'est ce qui était censé apporter, en tout cas, cette draft de Jamar Chase, c'est ces automatismes, c'est cette complémentarité avec Joe Burrow. Qui est criante depuis le début de la saison. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scepticisme lors de la pré-saison avec certains drops malheureux de l'ancien receveur d'LSU, mais là, très clairement, enfin, il y a très très peu de ballons qui relâchent depuis le début de la saison et on voit que c'est pas uniquement parce qu'en plus les Bengals ont cette faculté de jouer extrêmement vertical. Je crois que c'est une des équipes qui réalise le plus de big plays, de plus de passes de plus de 40 yards depuis le début de la saison. Donc, il y a cette faculté, en effet, de par ce duo assez tonitruant. Mais on voit que Jamar Chase, il est aussi capable de faire la différence dans les espaces intermédiaires. Je pense notamment à cette action où il casse les plaquages, notamment des deux safety des Ravens pour aller au touchdown. Donc, il y a cette capacité-là. Après, tout simplement, Joe Burrow, je trouve qu'il arrive à sublimer cette attaque-là avec une ligne qui, sans être infamante, pardon, ces dernières semaines, parce que là encore, Baltimore n'a pas mis une énorme pression, je trouve, sur Burrow. Mais Burrow a quand même cette capacité avec des petits spin moves, une mobilité extrêmement intéressante à gagner du temps précieux, ce qui lui permet de faire briller Burrow, ce qui lui permet de faire briller de plus en plus CJ Uzomah en tight end et trouver notamment un T. Higgins genre de deuxième année. Enfin voilà, il arrive mine de rien malgré tout, notamment grâce à son rookie, à donner de l'impulsion à cette équipe de Bengals et je trouve que c'est assez communicant vis-à-vis du reste des secteurs de l'équipe. Ça marche quand même très très bien. Raphaël, on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière en disant que le choix de Jamar Chase... Enfin, tu vois, Greg dit de manière très posée, c'est l'apport qu'on attendait. Bon, il y a apport et apport quand même. Hein. Là, 200 yards sur un match pour un receveur rookie, je ne sais pas si tu en attendais autant, quoi. Ouais, bon après je connaissais pas particulièrement le profil, donc je t'avoue que je saurais pas dire jusqu'à où quelle était la barre d'attente perso, mais effectivement en tout cas il transforme manifestement cette attaque parce que comme Greg l'a dit, il est quand même capable de s'aligner à différents endroits du terrain. C'est pas juste une menace en profondeur comme un autre jeune receveur. Je pense à par exemple Henry Ruggs du côté des Raiders où on a l'impression qu'il est vraiment fait pour la profondeur. Là on sent que Chase a plus d'atouts. Et quand tu vois que face à Marlon Humphrey, qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue, notamment en 1 contre 1, il lui met quand même dans les dents 134 yards et un touchdown quand il est couvert par Marlon Humphrey. Tu dis que l'avenir, et c'est le deuxième receveur qui fait le plus de yards après réception. Bon, bah, tu sens que le mec apporte clairement une autre dimension à cette attaque. Burrow, vous l'avez dit, il a quand même été blitzé sur quasiment la moitié des snaps et il s'en est très très bien sorti. Enfin, ouais, cette attaque est transformée avec ces deux-là. Je pense qu'on ne peut pas dissocier Burrow de Chase. Clairement, ça a l'air d'être ce duo qui transforme, cette attaque. Donc, c'est plaisant à voir, c'est fun à voir. Je ne sais pas si c'est déjà un des meilleurs duos de la ligue. Bon, on fera le bilan à la fin de la saison, mais en tout cas, ça permet aux Bengals de se dire, en plus, vu leur calendrier, de se dire, bah, pourquoi pas après tout. Enfin, Ah bah oui, non, mais clairement, là, ils sont sacrément fun et ils ont des espoirs. Après, le fait du match, c'est peut-être encore plus la défense parce qu'ils contiennent un Lamar Jackson qui était bon depuis le début de la saison à moins de 50% de passes complétées, saqué 5 fois. Je sais plus, il doit courir quand même 80 yards grosso modo, mais il est le meilleur coureur de son équipe. Grosse démonstration du pass rush des Bengals. 8 pressions pour Trey Hendrickson, 9 pressions pour Sam Hubbard. Là aussi, il se passe quelque chose quand même. C'est presque encore plus impressionnant, non? Raphaël ou Greg. Allez, Greg, c'est parti. Non, c'est un peu ce que je disais, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on avait vu quand même des soubresauts défensifs. On va croire que c'est un peu la thématique de la semaine, mais ouais, hormis peut-être leur poste de cornerback, on sent quand même que les autres positions sont quand même en émergence claire. On avait vu notamment un très bon Logan Wilson au poste de linebacker depuis le début de la saison. Et c'est vraiment la ligne défensive qui a l'air de vraiment franchir un palier. Et ils ont vraiment fini par avoir à l'usure les Ravens en deuxième mi-temps. C'était extrêmement notable. Bon, j'ai mes petites réserves, notamment sur la manière dont a pu évoluer Lamar Jackson. Mais en tout cas, ça ne remet absolument pas en cause le rendement et la manière dont les Bengals ont mis constamment la pression sur cette O-line des Ravens pour asseoir définitivement la victoire dans le dernier quart. Ouais, oui, je crois que le nom quand même à retenir sur ce front seven, pour moi c'est DJ Reader, le defensive tackle slash autre, qui je trouve en plus d'être excellent sur la course, arrive à apporter un peu de pression depuis le centre de la ligne, ce qui n'était pas forcément son atout numéro 1 jusque-là.
Et puis, il a une qualité pour bloquer les gaps, etc. et permettre du coup à ses linebackers de ne pas être opposés à d'autres linemen et de pouvoir directement cibler le coureur adverse. Et ils font partie des 5 meilleures équipes de la ligue sur les plaquages réussis. Je trouve que c'est pas anodin non plus. Quand on voit comment la défense des Ravens a loupé un nombre de plaquages incroyables et sans passer de chaise, avoir des cornerbacks qui sont peut-être pas les plus talentueux, mais qui en tout cas réussissent les plaquages, bah, mine de rien, ça casse aussi les attaques adverses. Donc, alors moi de toute façon, clairement, c'est pour le moment sur ce début de saison, c'est ma plus grosse surprise, c'est la défense des Bengals. Sincèrement, je ne m'attendais pas une seule seconde à l'avoir à ce niveau-là. Les Bengals, de toute manière, à titre de perso, hein, je les avais avant le début de saison à 3 victoires. Donc, déjà, autant dire que je suis très loin du compte. Donc, je ne vais pas faire genre le mec qui l'avait vu venir. Mais ouais, alors moi, je suis. Et donc, chapeau bas à Zach Taylor, j'ai envie de dire. Parce que, Alors, justement. Juste sur Reader, moi, ce que je trouve bien, et ça peut-être rejoindre ce que tu allais dire, Alain, c'est que je trouve que son utilisation est vraiment bien exploitée parce que c'est clairement pas le joueur qui joue le plus de snaps, ne serait-ce que par son profil de nose tackle. Et il est très, très bien utilisé. Comme le dit Raph, c'est vrai que sur les quelques snaps qu'il va être amené à jouer, il est systématiquement percutant et c'est bien de réussir à le garder au frais de la part de Cincinnati pour être décisif. Greg change de sujet pour ne pas avoir à s'excuser auprès de Zach Taylor. Parce que là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoute, si vous voulez me poser la question chaque semaine, oui, pour que je dise, j'attendais que tu reviennes. Zach Taylor. Écoute, je vais dire un truc très clair, hein, parce que du coup, j'apprends un peu de ce qui s'est passé dans le passé. Déjà, je ne juge pas un coach sur une bonne année. Déjà, quoi qu'il arrive, donc comme ça, ça qu'est-ce qu'il t'a fait, Zach Taylor en fait? Rien fait. Non, mais je viens de te dire sur les 5 dernières minutes que Cincinnati fait globalement du bon boulot, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, bien entendu, que Zach Taylor, il a un rôle là-dedans. Après, moi, c'est plus sur le long terme que ça m'inquiète pour les Bengals. Après, je le répète très clairement, c'est plus de l'inquiétude que vraiment le fait de dire que de toute façon, il sera absolument bidon. Et si ça fonctionne avec Zach Taylor, tant mieux pour les fans des Bengals. Moi, je ne gagne absolument rien. Cincinnati ne m'a rien fait aux dernières nouvelles. Donc, je leur souhaite que ça fonctionne avec Zach Taylor. Mais moi, je ne vais pas faire encore le mec. Ils ont un gros calendrier parce que c'est malgré tout le cas. Après, psychologiquement, ils vont quand même gagner à Baltimore et Pittsburgh, hein, qui étaient un peu considérés comme des grands frères, on va dire, ces dernières années dans la division. Donc, c'est assez notable. Après, ils vont encore se farcir la FC West et les rencontres autour de NFC Nord. Donc, attention, je le répète, ce que j'ai dit avec les Chiefs tout à l'heure, ça reste une AFC extrêmement compétitive. Je suis beaucoup plus rassuré de parce que je vois des Bengals que parce que je vois de Kansas City, entendons-nous bien. Mais très clairement, voilà, tous les voyants sont ouverts pour Cincinnati et ce week-end, ils vont chez les Jets pour éventuellement continuer cette bonne série et continuer à faire le plein de confiance pour le reste de la saison. Allez, on avance un peu, messieurs, parce qu'on a été très long sur les 2 premiers matchs. Juste un mot pour les Ravens sur les Ravens, pour finir. Équipe en forme du début de saison, est-ce qu'il y a des signes inquiétants dans cette défaite? Et je pense à la défense, qu'on a peut-être vu un peu haut, ou au groupe de coureurs, qui est quand même en plein bricolage. Raphaël. Oui, il y a peut-être des choses à surveiller. Ce qui est difficile concernant la défense aérienne, c'est que la semaine dernière, il bloque quasiment totalement l'attaque des Chargers, qui était une des très bonnes attaques aériennes de la ligue. Cette semaine, ils explosent, donc je pense qu'ils sont entre les deux. Je ne crois pas qu'ils soient aussi forts que le match contre les Chargers. Je ne crois pas qu'ils soient aussi mauvais que ce match-là. Donc, ils sont quelque part entre les deux, ce qui, à mon avis, peut suffire. Après, faudra enchaîner en playoff et c'est peut-être trouver cette consistance, en fait, le principal maintenant objectif pour cette défense. On a vu qu'ils étaient capables d'avoir 2 visages dans le même match. Dans l'occurrence, ils ont montré 2 visages totalement différents en 2 semaines. Juste, je rejoins Raph sur la défense. En attaque, juste pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Lamar Jackson, il faudrait qu'il arrive à faire un peu ce qu'arrivait à faire à un moment donné Russell Wilson, c'est-à-dire à peut-être faire un peu plus confiance à ses receveurs. On sent, et ça s'est vu notamment sur les 4e tentatives en fin de match, qu'il y a toujours un peu ce syndrome « je sais que je peux le faire au sol ». Donc, encore une fois, il est talentueux, on ne va pas lui demander non plus de forcer s'il sent qu'il peut faire la différence autrement. Et à mon sens, ça devenait parfois un petit peu trop caricatural. Et voilà, peut-être à trop vouloir s'isoler, ça n'a peut-être pas non plus aidé ses linemen avec quelques holdings un petit peu fâcheux. Donc voilà, peut-être essayer un peu comme Russell Wilson, sans partir dans la caricature du jeu du big play systématique. Mais voilà, peut-être faire un petit peu plus confiance à son escouade de receveurs, surtout qu'il a eu notamment un bon rachat de Bateman, le rookie, qui a bien insisté, notamment Marquise Brown.
Raiders 33, Eagles 22, deuxième match sans John Gruden, deuxième victoire et victoire convaincante avec un Derek Carr de gala, 31 sur 34, 323 yards, 2 touchdowns, une interception. Il distribue. Darren Waller n'était même pas là. On dirait que John Gruden ne leur manque pas une seconde. Josh Jacobs a parlé de l'équipe, qui disait que c'était bien de ne pas avoir quelqu'un qui t'insulte sur le banc de touche quand tu fais une erreur. Les joueurs ont quand même l'air d'être plutôt très heureux. La défense continue de performer. On est face à une bonne équipe des Raiders. J'ai l'impression, Raphaël, ils ont l'air d'être vraiment relancés dans la course au playoff. Il y a eu ce petit coup de mou, ces histoires, Gruden, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est déjà oublié. Oui, ça a l'air d'être oublié effectivement sur l'attitude. Je trouve qu'il y a un beau travail de la part de leur coordinateur offensif, Greg Olson, qui du coup a récupéré un peu toute la partie dessiner l'attaque, appeler les jeux. Et à mon sens, ça se voit quand tu vois que depuis le départ de Gruden, un mec comme Kenyan Drake au sol est de plus en plus utilisé et à bon escient. Que là, Darren Waller n'est pas là et pourtant le tight end remplaçant Foster Moreau arrive à être utilisé très très bien et performe. Donc je pense que ça prouve aussi que le coach est capable de mettre les joueurs qu'il a sous la main en bonne condition pour performer. Donc ça, c'est forcément à son crédit, même si Derek Carr est très bon et le mérite lui en revient aussi. Mais comme tu dis, ça a l'air de bien marcher. Donc, globalement, je trouve que ça, malgré tout, ça confirme un peu que les Raiders, sur les 2 dernières saisons, étaient quand même en phase de progression. Et là, ça s'est peut-être amplifié parce que mentalement, ça va mieux aussi. La progression est peut-être amplifiée par ça. Mais ouais, comme tu dis, un effet positif. Donc, ça marche. Ils se font plaisir. Bon, je sais pas trop quoi dire d'autre. Greg, la défense est aussi très bonne avec 2 sacs pour Yannick Ngakoue. Est-ce que c'est aussi ça le baromètre des Raiders? C'est-à-dire que dès que la défense est là, ils sont hyper durs à prendre. Ah oui, clairement, parce que très clairement, quand on regarde d'un petit peu plus près la saison 2020, si la défense n'est pas autant à l'agonie, il y a largement moyen que les Raiders aillent en playoff. Alors après, je vais pas aller à l'encontre de ce que disent les joueurs. Je pense que c'est le principal curseur pour savoir un petit peu comment ça se passe en interne. J'ai pas dans l'idée que déjà avec John Gruden, ça se passait mal pour les Raiders depuis le début de la saison. Il y a eu ce gros accro offensif contre Chicago qui avait laissé penser qu'il fallait un petit peu s'inquiéter dans la tourmente. Mais globalement, c'est l'équipe qui tient la route. Là, en plus, ce que j'ai bien aimé, et c'est un petit peu pour corroborer ce que dit Raph sur le coordinateur offensif, c'est que le plan de jeu, il était simple, c'est on va vous attaquer massivement dans les airs. Et malgré la première interception très rapide d'Avante Maddox, on n'a pas changé de ligne directrice du côté des Raiders. Et c'est ce qui a fonctionné parce qu'à l'arrivée, Derek Carr a été quasi inarrêtable, hormis en effet ce pic fâcheux de début de rencontre. Et ça a facilité globalement le reste du travail pour les Raiders. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que défensivement, ça s'améliore, notamment ce duo de pass rusher qui continue de prendre un petit peu plus de consistance avec Ngakoue et Crosby. Alors, au niveau de. Alors, Derek Carr s'est éclaté aussi parce qu'il joue les Eagles, quand même, qui a une défense qui souffre beaucoup. Fletcher Cox n'a pas hésité à dire qu'il était frustré publiquement, qu'il ne trouvait pas le plan de jeu assez agressif. C'est dur de lui donner tort. Ils ont blitzé seulement 8,7% du temps. Sur la saison, ils sont à 16% de blitz. C'est la plus faible moyenne en NFL. La conséquence, c'est que 4 des 5 derniers quarterbacks qui ont joué les Eagles sont terminés à plus de 80% de passes complétées. Pour vous situer, le record du nombre de fois où une équipe a autorisé un quarterback à 80% sur une saison, c'est 5 matchs. Donc là, ils l'ont fait 4 fois en 5 matchs, ce qui est énormissime. À partir de là, Philadelphie ne peut quand même pas faire grand-chose. Je vous donne une stat que j'ai trouvée assez folle. Jalen Hurts, il a le ballon, il lance une passe, il y a 7-7, il rentre le ballon, il lance sa passe suivante, il y a 24-7. Parce qu'ils ont perdu le ballon, parce qu'ils ont pris ceci, parce qu'ils ont pris cela, et en fait, et parce qu'il y a la possession suivant la mi-temps, et en fait, voilà, donc c'est dur aussi pour Jalen Hurts, quand le match il passe comme ça de 7-7 à 24-7, d'avoir une chance, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Là, très clairement, je veux dire, Jalen Hurts, ses stats sont un petit peu boursouflés par les stats, par le garbage time. Les pages sont complétées en garbage time, en effet. Après, je pense clairement pas que ce soit le problème principal des Eagles. Tu l'as dit. En plus, en début de saison, je trouvais qu'on avait une défense qui ne déméritait pas, notamment incarnée par Javon Hargrave sur la ligne défensive. Et là, très clairement, il y a quasiment plus de pression en effet sur la ligne défensive. Et en effet, je pense que le fait de moins blitzer, ça doit clairement pas aider dans cette optique-là. Et ouais, on se rend compte que ça prend des wagons de points. Le duo Slade-Nelson, qui sur le papier était intéressant sur le poste de corner, bah forcément, en résultat des comptes, ils prennent systématiquement le bouillon.
Sur le run-stop, ils sont pas bons non plus. Donc, ouais, défensivement, il n'y a pas grand-chose à sauver pour l'instant dans ce début d'ère Sirianni. Ouais. Ouais, Raphaël, cette défense, pourtant, elle avait eu quelques sorties plutôt intéressantes en début de saison, mais là, c'est la dégringolade. Hein. Oui, Greg l'a dit, a répété un peu les qualités qu'on avait, et notamment sur la ligne défensive qu'on avait pu voir en début de saison, qu'on voit plus spécialement. Après, moi, je commence à. Je sais pas, quand il dit que Jalen Hurts, c'est pas le principal problème de cette équipe, oui, mais je pense qu'il en est pas loin non plus. Je commence à avancer. Je jetterai bien le coach en premier, bien sûr, mais bon. Il vient d'arriver, lui. Ouais, sincèrement, ce que fait Hurts depuis le début de saison, c'est moins bon de match en match. Donc, ça m'inquiète un peu pour un quarterback en deuxième année d'être moins bon de match en match. Je trouve quand même qu'il est. Alors, il n'est pas aidé, il n'y a pas beaucoup de cibles, il y a peut-être un play calling un peu machin, mais dès que sa première option est bloquée, je le trouve perdu en fait. J'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire quand sa première option est bloquée. Et là, pour moi, ça commence à être compliqué pour un quarterback titulaire si tu peux pas avoir un deuxième niveau de lecture. Donc, inquiétude. L'avantage, c'est que Philadelphie est parti pour avoir trois choix dans les 10 ou dans les 15 choix de la prochaine draft. Donc, c'est vrai qu'ils ont des choix partout. Bon, longue saison pour Philadelphie Giants, 23, Panthers 3. La hype Panthers du début de saison est bien loin. 4e match sans Christian McCaffrey, 4e défaite. Cette fois contre les Giants, qui étaient pourtant décimé aussi par les blessures. Saquon Barkley n'était pas là. Kenny Golladay était là, je ne sais plus. Je ne suis même pas sûr. Kadarius Toney n'était pas là. Enfin bon, c'était quand même pas non plus une immense équipe en face. Sam Darnold sorti en cours de match, mis dehors pour PJ Walker. PJ Walker qui visiblement n'est pas tout à fait l'héritier et la bonne surprise de la saison, puisqu'il nous a sorti un 3 sur 14, je crois. Oui, 3-14 pour 33 yards à la passe. C'est une galère. 7 interceptions en 4 matchs pour Sam Darnold. 3 sacs avant de sortir. Ils sont toujours à la recherche d'un quarterback, mais je me demande, est-ce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, Raphaël, sur les Panthers? Je ne suis même plus sûr. Mais là, bon, voilà, ils sont toujours à la recherche, quoi. Oui, je crois qu'on en a déjà parlé. Est-ce que c'est une meilleure attaque s'ils font venir Deshaun Watson? Enfin, est-ce que c'est une bonne équipe qui peut gagner plein de matchs s'ils font venir Deshaun Watson? Le Deshaun Watson qu'on a vu à Houston, sans problème qui peuvent l'embêter, sans problème psychologique qui peuvent l'embêter, oui, pour moi, oui, il n'y a pas photo entre ce que Deshaun Watson peut produire et Sam Darnold. Après, oui, non, mais ils ont fait l'erreur de penser que. Ils ont tenté un pari en pensant que Darnold leur apporterait plus que Bridgewater. Le pari est raté et je ne crois sincèrement pas qu'il s'améliorera dans le futur. Donc, voilà, c'est un pas de côté, comme on dit. Greg, pas de côté, est-ce que Sam Darnold va au cimetière des quarterbacks de USC sélectionnés au premier tour? Oui, c'est vrai que là, ça commence un petit peu à devenir compliqué. Et j'ai la sensation que depuis le match des Eagles, notamment, il est un petit peu dans un trou noir, notre ami Samuel. Donc, oui, très clairement. Il s'appelle Samuel Darnold? Bon, sûrement. Sam, c'est ça pourquoi? Non, je sais pas. J'avais jamais fait le lien. Sam. Non, oui, tu as raison. Samuel Darnold, en effet. Ouais, c'est vérifié. Ils sont pas très originaux là-bas, tu sais, généralement. Bref, tout ça mis à part. Non, mais voilà, même dans les déclarations, notamment de Matt Rhule, on sent quand même de manière assez claire que si on peut tourner la page assez vite, on va pas se gêner. Donc, oui, fin d'expérience, mais très clairement, après, bon, on va pas toujours trouver c'est pas toujours un motif pour dire attention, il n'y a pas que Darnold. Après, je pense que le mal est beaucoup plus profond du côté des Panthers qu'uniquement le quarterback. Parce que là, en l'occurrence. Est-ce que c'est les coachs? Parce qu'il n'y a rien en attaque sans McCaffrey. C'est quand même aussi. C'est forcément du coaching staff, c'est forcément de l'organigramme en règle générale. Parce que la manière dont cette équipe a été construite, sans vrai tackle pour protéger. De quoi? Termine. Je l'ai dit tout à l'heure, Raph. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas de dire comme au Jets, Darnold, c'est pas sa faute. Il a largement une part de responsabilité, mais la responsabilité, pour moi, elle est partagée avec beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, le pauvre, il quitte les Jets et le mec, il arrive aux Panthers, il est saqué par son propre tackle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qui te poursuivent, donc c'est un peu compliqué. Mais non, très clairement, pour moi, c'est l'attaque globale qui ne fonctionne pas. Il y a une ligne qui n'est plus là du côté de Charlotte depuis maintenant, peut-être leur passage au Super Bowl. Il y a une attaque qui a été bien trop dépendante de McCaffrey depuis son arrivée dans la ligue et on en voit malheureusement les pots cassés pour Carolina dès qu'il n'est pas là.
Enfin, en tout cas, très souvent quand il n'est pas là. Et voilà, et la défense peut pas tout faire, même si globalement, voilà, elle essaye de plier sans rompre. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué quand tu passes autant de temps sur le terrain. On sent que Raphaël est plus enclin à enterrer Samuel Richard Arnold. Oui, oui, non, Ah, non, il mais s'appelle Richard. Alors, complètement. écoutez, bon, Darnold, je pense qu'il faut être clément. Non, non, mais enfin, oui, moi, je suis désolé, hein, mais pour l'enterrer dans le sens où. Et pourtant, je suis pas franchement un défenseur de Matt Rhule, Brady, qui devait être des nouveaux esprits offensifs qui révolutionnent tout. Je suis pas tellement un grand fan de ça, mais il y a un moment, Sam Darnold, il était aux Jets, c'était mauvais. On l'a amené à Orlando en disant ouais, mais attendez, là ça va mieux marcher, il est mieux entouré, il y a Robbie Anderson, il y a Machin Samuel, il y a une meilleure Ah, mais ligne les offensive cibles, il parce que les a. Non, non, les la ligne cibles, il les offensive a. est meilleure qu'aux Jets. Moi, je suis désolé, elle est meilleure qu'aux Jets. Il y a un environnement moins difficile Bof. qu'à New York. Il y a un environnement moins difficile qu'à New York. Enfin, je veux dire, la presse à Charlotte, j'ai pas l'impression qu'elle le mette au pilori comme à New York ça pouvait être fait. Donc, il y a un moment, moi, je veux bien qu'on transfère dans 6 équipes, à chaque fois en améliorant un peu ce qui est autour, mais s'il lui faut une équipe d'All-Star totale pour donner quelque chose, bah, ça n'arrivera pas et passons à autre chose en fait, parce que ça Ah, mais arrivera pas. on est d'accord. Après, si la question c'est d'Arnold ou Walker pour finir la saison, je sais pas si je mise Oui, sur bon, PJ Oui, Walker. non, mais ça, d'accord. Oui, Là, oui, pour oui, l'instant. oui. Bon, attention, ça peut être Pardon. Deshaun Watson d'ici quelques jours. On rappelle la date limite des transferts, le 2 novembre. En parlant de quarterback new-yorkais chahuté par la presse, Daniel Jones a plutôt fait un bon match. Il a même reçu une réception. La différence avec le début de saison, c'est quand même quand la défense se réveille, parce que Jones n'était pas infâme depuis le début de la saison. Là, ils ont retrouvé Leonard Williams. Visiblement, ils ont dû lui dire qu'il y avait un nouveau contrat à la fin de l'année. Et puis, 6 sacs pour la défense. Même le rookie Non, Aziz il veut se Ojulari, montrer avant les trades, Williams, pour aller peut-être. chercher un autre. Peut-être aussi. Et il y a le rookie Aziz Ojulari qui est sorti avec 8 pressions et 2 sacs et demi. Donc, on est un peu, dans une moindre mesure, je disais ça pour les Raiders tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est la défense, le baromètre des Giants cette année. Oui, bah, comme elle l'était l'année dernière, mais en l'occurrence, c'est vrai que Daniel Jones, t'en parlais en plaisantant ces dernières semaines, mais c'est sûr que quand il y a moins de pertes de balles, déjà, on a tendance à lui tomber un petit peu moins facilement dessus. Voilà, c'est cette manie peut-être d'un peu trop en faire. Alors que là, pour le coup, il serait vraiment dans un contexte qui l'amènerait totalement à le faire, avec l'absence d'un running back numéro 1, l'absence de ses deux principaux receveurs, l'absence de son left tackle. Le mec peut dire au bout d'un moment, bah, écoutez, je vais tout faire moi-même. Voilà. On sent que des fois, il y a un petit brin de réussite qui lui permet de limiter un petit peu la casse. Mais clairement, on voit aussi qu'il arrive à se discipliner un petit peu plus dans son jeu. Et que c'est quand même assez annonciateur de bonnes choses pour les Giants s'il est capable, en effet, de bonifier ce que peut faire sa défense, ce qu'il n'était pas toujours capable de faire en 2020. Raphaël, est-ce que tu reprends un maillot des Giants avec le Daniel Jones dessus? Non, J'ai mais. des doutes. Non, mais Bon. oui, bon, je rejoins tout ce que Greg a dit. Allez, on passe aux 49ers 18, Colts 30, match sous une pluie battante, 2 équipes qui luttaient pour les playoffs, survivre en tout cas dans la course aux playoffs. Carson Wentz qui lance une interception horrible, mais qui aussi a mené son équipe à la victoire alors qu'ils étaient menés. On retient le positif, les touchdowns en deuxième mi-temps, la victoire, des Colts qui gagnent encore quand même, mine de rien, 7 cibles touchées, 148 yards au sol. Il y a un truc qui se met en place quand même du côté d'Indianapolis, Raphaël. Oui, il y a un truc qui se met en place. Je crois que là, bon, alors ce genre de stade ne veut pas forcément dire grand-chose, mais Carson Wentz, mine de rien, c'est le quarterback là, qui est sur la plus longue série de passes sans être intercepté. Donc, ça donne quand même le sentiment que ça va un peu mieux de ce côté-là. Il a retrouvé un peu confiance en sa ligne offensive et sa ligne offensive a retrouvé confiance aussi en elle-même, j'ai l'impression. Non, ils ont été bons. Après, l'adversité en face ce soir-là était pas démentielle quand même. Hein. C'est Bon. En effet des 49ers qui se dirigent encore vers une saison perdue finalement. Cette fois même assez rapidement. Ils sont à 2 victoires, 4 défaites dans la division des Cardinals et des Rams, ce qui fait déjà très très loin. Grégory, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les Cards, sur les Colts, pardon, ou en venir tout de suite au sujet 49ers? Bah, juste sur les Colts, on parlait d'équipes qui vivent un peu par la défense. Là, sur ce match-là, Jonathan Taylor fait son match, je trouve, en plus contre une bonne escouade de linebacker côté Niners. Il affiche quand même au final un bon bilan statistique. Wentz, en effet, on va retenir le côté je perds pas trop le ballon, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours rassurant. Après, est-ce qu'il est encore à 100%? Ça, c'est la question. Mais défensivement, ouais, je trouve que les Colts ont joué un énorme rôle dans cette victoire. Il y a beau avoir 30 points à l'arrivée, il y a un grand rôle de la défense. Et
voilà, on voit des Colts qui arrivent enfin à tourner. C'est quoi, c'est leur 3e victoire de suite? Bah non, ils ont perdu chez les Ravens, mais dans des circonstances quand même un petit peu délicates. C'est 2 victoires de suite. Ils ont eu Ouais, c'est 3 ça. victoires en 4 matchs. Ouais, j'avais oublié le match à Baltimore, mais tu parlais de la réception de Tennessee. Attention, ils peuvent revenir à un point des Titans avec le début de saison qui a été le leur. San Francisco, non, bah écoute, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Défensivement, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de satisfaction à part un Deebo Samuel qui reste assez régulier. Et puis défensivement, bah, on peut pas survivre avec une telle escouade de cornerback, quoi. Est-ce que, Raphaël, c'est tout la faute des blessures? J'ai l'impression qu'on le dit tous les ans. Ou alors, au bout d'un moment, on dit qu'il y a un problème plus profond à San Francisco. Un peu des deux, mon capitaine. Forcément, les blessures, tu peux jamais les enlever. Maintenant, dans cette ligue, je vois pas quelle équipe n'a pas de blessures. À part peut-être pour le moment les Cardinals me semble être l'équipe peut-être la moins touchée. Ouais. Et encore, bon, ça sera vérifié parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a Chandler Jones qui n'a pas joué 1 ou 2 matchs à cause du oui, Covid, non, mais de c'est pour mémoire. ça. Pareil, Hudson n'a pas tout joué, mais bref, voilà, c'est une impression comme ça. Donc tout ça pour dire que les blessures peuvent avoir une explication, mais c'est pas tout. Shanahan me semble un peu perdu. Le jeu au sol ne donne plus ce qu'il donnait. Alors, bon, pareil, il y a des blessures, mais je sais pas. Ça manque peut-être aussi tout simplement de talent en attaque, au poste de cornerback. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre leur stratégie dans le jeu aérien. J'ai Oui. beaucoup l'idée. Alors, c'est vrai qu'on caricature beaucoup, et bon, je pense que Shanahan, ce qui en ressort quand même, a l'air quand même d'avoir un ego assez notable. Il y a ce côté, en effet, je suis capable de faire briller n'importe quel joueur au niveau du jeu au sol, mais enfin, dans le domaine aérien, c'est quand même globalement une catastrophe. Faudra peut-être parler à un moment donné de la situation de Brandon Ayuk, ancien premier tour de draft, qui depuis le début de la saison est quasiment inutilisé par San Francisco, alors que pourtant il n'y a pas énormément de solutions autour. Donc j'aimerais bien comprendre à un moment donné la stratégie de San Francisco, surtout comme vous le dites, voilà, il y a des absents notables, notamment forcément George Kittle. Et j'ai beau adorer Deebo Samuel, on sait qu'il est fragile et qu'au bout d'un moment, peut-être à trop tirer sur la corde. Et une fois qu'ils auront plus leur receveur numéro 1, ça va peut-être vraiment être le vide sidéral complet du côté de la Californie. Petite pause et tous les autres matchs. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Tous les autres matchs de la semaine, messieurs, c'est maintenant. Oui, excusez-moi pour le jingle. Buccaneers 38, Bears 3. Est-ce qu'il est temps de virer Matt Nagy? Hop là, on va aller vite, vous allez voir. Virer, je sais pas, ils ont une fiche de 3-4, ils sont toujours en course en playoff. Donc, non, mais tous les ans, il fait le coup, la fiche, faut pas la regarder. Écoute, regardez-moi le coaching plutôt. J'y peux rien si la conférence nationale est ce qu'elle est. À un moment donné, faut aussi. Mais oui, très clairement, de toute façon, on le dit, on le répète depuis maintenant trop d'années. Ouais. Je trouve du côté de Chicago, c'est pas normal pour un coach qui est censé avoir une philosophie offensive capable de faire franchir un palier à son équipe avec un quarterback rookie censé insuffler quelque chose de nouveau, de se reposer quasi exclusivement sur la défense. C'est pas tenable systématiquement. Et là, contre une attaque aussi tonitruante que celle de Tampa, ça fait pas long feu. Et oui, pour faire référence, j'imagine, à ce fameux play call, cette fameuse consigne qui a été donnée à Justin Fields sur l'une de ses interceptions, c'est sûr que on est quand même pas très très loin de la faute professionnelle. Alors voilà, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, les équipes s'alignent, donc Chicago est en attaque et dans le cas, ce qu'on dit à Justin Fields, joue vite parce qu'ils sont 12 sur le terrain, ce qui veut dire que tu snaps et puis tu fais une action comme ça un peu comme tu peux parce qu'il n'y a pas eu la mise en place vraiment et de toute façon, au pire, si tu te rates, il y a pénalité. Donc, Justin Fields fait ça, se fait intercepter. Et en fait, non, ils étaient 11 sur le terrain, il n'y a pas de pénalité, ils ont juste intercepté le ballon. Ce qui est quand même plutôt, en effet, à la limite de la faute professionnelle, si ce n'est directement dedans. Raphaël, c'est presque une opération de sauvetage pour Justin Fields, en fait, moi, que je demande, c'est pour ça. Il perd 5 ballons, il se fait massacrer. Il a pris 22 sacs, je crois, c'est le quarterback le plus saqué de la saison. Oui. Ils sont de ça, quoi. J'ai même cru voir passer que là, ils sont en lice, ils sont dans les temps de passage pour être l'équipe qui subit le plus de pression de l'histoire de la NFL sur une saison. Ils sont en lice là-dessus, pas juste les sacs, vraiment l'ensemble des pressions. Leur ligne n'est pas bonne, ça c'est sûr. Non, la ligne est pas bonne. Même Allen Robinson commence à disparaître dans le jeu aérien quand même. Ce qui est inquiétant quand même. Non, mais oui, passons, faut tourner la page là, clairement.
Bon, deux touchdowns, 6 interceptions pour Fields, des sacs en pagaille. Enfin voilà, donc c'est clairement la leçon de ce match, c'est qu'il faudrait libérer le pauvre Justin Fields de son coaching. Pour l'attaque des Buccaneers, c'est facile, sans Gronkowski, sans Antonio Brown, contre une défense quand même tout à fait honnête. 182 yards au sol, 4 touchdowns pour Brady. Au suivant, on en reparlera la semaine prochaine. Ouais, désolé pour les fans de Tampa, mais en tout cas offensivement, c'est tellement maîtrisé que sincèrement, il faut juste regarder quoi. Peut-être une petite mention de Jalen Darden quand même qui fait un bon retour notamment de coup de pied, et à mon avis celui-là va falloir le suivre, parce que pareil, il y a des absents à Tampa, mais bon, ils n'ont pas fait une mauvaise draft et ils se sont un petit peu renforcés dans le poste de receveur, donc ça va être à surveiller aussi. C'est vrai qu'ils draftent bien. On parle beaucoup des stars depuis 2 ans, mais ils draftent bien. Cardinals 31, Texans 5. Les Texans menaient 5-0 dans ce match, sachez-le. Les Cardinals ont mis du temps à se réveiller, mais derrière, ils ont enchaîné. 160 yards seulement pour Houston, quasiment 400 pour Arizona. Des bons débuts pour Zach Ertz. Pareil, il n'y a pas énormément de leçons à tirer de ce match qui est ultra logique. À part un auditeur qui m'a fait remarquer que je disais David Mills au lieu de Davis Mills pour le quarterback de Houston, mais ça ne l'a pas empêché de se faire aplatir. Donc à partir de là, est-ce que quelqu'un voit quelque chose à retenir de ce match? Si, Zach Ertz, ça permet à Arizona de diversifier encore son attaque. Enfin, ils ont comme ça, j'en profite pour faire de la pub pour l'article de Jean-Michel sur le site de John Actu sur les formations offensives, mais on a vu qu'à plusieurs reprises, ils ont fait des nouvelles formations qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Je pense notamment à ce qu'on appelle une 22 personnelle avec Zach Ertz. L'an dernier, ils avaient fait ce package-là que 2 fois dans la saison. Là, ils l'ont déjà fait 2 fois sur ce match. Et une des fois, ça donne son touchdown. Donc voilà, ça diversifie encore un peu plus le jeu. Ça ouvre encore plus le playbook d'une attaque qui, quand même, moi, je trouve... là, pour commencer à lui voir des points faibles, faut vraiment creuser, quoi. C'est sincèrement. 172 yards au sol, 225 dans les airs. Greg, on est plutôt pas mal en effet en attaque. Ouais, non, très clairement. Après, Houston était trop court sur ce match-là. Je vais rien vous apprendre. Même défensivement, je trouve qu'Arizona s'est appliqué depuis le début de la saison. On a parlé tout à l'heure de l'absence de Chandler Jones. Il y a notamment Marcus Golden qui prend le relais, qui est désormais le meilleur sacker d'Arizona. Sur la ligne à surveiller, on voit que l'absence de Rodney Hudson, mais ça, c'est pas sur les snaps, anodin. Ouais. On voit que c'est déjà un peu plus délicat, notamment sur le pass pro. Voilà. Après, bon, il n'est pas censé rater toute la saison, dernière nouvelle. Donc, voilà, son retour fera le plus grand bien, je pense. Rams 28, Lions 19. Les Lions sont rentrés comme des fous dans ce match. Touchdown, onside kick, fin de punt, field goal. Ça n'a pas arrêté, mais leur défense ensuite a autorisé les Rams à convertir 9 sur 13 en 3e tentative. Bon, ça n'a pas donné la fin qu'on espérait. Mais Raphaël, je suppose que tu as adoré ce début de match. Ouais, non, c'est vrai que ça m'a bien fait rire. La motivation de Dan Campbell pour essayer d'aller chercher cette victoire coûte que coûte. Moi, comment dire que... Alors, bon, je ne sais pas si j'aurais de mémoire, il y a un moment où il tente aussi une 4e tentative, peut-être pas forcément la plus inspirée, mais bon, bref. Oui, que veux-tu qu'il fasse d'autre? Il est à 0-6, il y a bien un moment, il faut essayer de forcer le destin un peu, quoi. Donc, il y va, il tente. Bon, après, son équipe est trop courte de tout. Mais ils sont en fin de match, ils sont encore dedans, et puis Jared Goff se fait intercepter 2 fois. J'avais lu un bon article et j'en ai reparlé un peu dans les leçons de la semaine, mais c'est vrai que c'était un peu à l'image de la carrière de Goff, quoi. C'est qu'il a des occasions, on le met en position. L'article rappelait que il était en position de gagner le Super Bowl et puis il a raté la passe, il était en position de gagner ceci. Mais c'est un peu ça, hein. Et on a vu la différence. Pourquoi ils ont Stafford à Los Angeles, c'est qu'ils sont contents, et pourquoi Goff faisait pas l'affaire, non, Greg? C'est un peu dur comme constat, mais... Ouais, on attendra peut-être de voir ce que va donner Stafford dans des moments un peu plus chauds du côté des Rams. Mais oui, très franchement, sur ce match-là, c'est presque quasi miraculeux de voir Détroit rester aussi longtemps dans le match et, comme tu l'as dit, être en position en zone rouge pour éventuellement reprendre l'avantage. C'est presque, entre guillemets, une anomalie sauvée par presque les équipes spéciales, hein, parce que le rendu global, encore une fois, il n'est pas non plus... hyper satisfaisant. J'ai vu des trucs passer comme Détroit, c'est peut-être la meilleure équipe à 0-7. Bon, ils ont accroché beaucoup d'équipes depuis le début de la saison, on va peut-être pas déconner. Ça, c'est marrant. J'ai vu un des joueurs dire en conférence de presse, on ne vaut pas notre bilan. J'attendais le meilleur équipe à 0-7 de l'histoire aussi arriver. Non, bon, après s'ils sont à 2-5, tu peux te dire, bon, pourquoi pas, ça aurait pas été infamant, hein, mais bon, voilà, c'est sûr qu'en effet, c'est ce que vous disiez, l'effectif peut paraître très, très... en défense notamment. Enfin, moi, leur backfield m'horrifie, donc c'est pas possible de tenir ça face aux Rams.
Tiens, plus grosse info de la semaine d'ailleurs pour les Rams, c'est pas tant cette victoire assez logique, hein, avec un bon Cooper Kupp, la défense qui était là quand il fallait, mais le départ de Kenny Young qui a été envoyé à Denver contre pas grand-chose, alors que c'était un joueur qui avait une place importante dans la rotation défensive, qui avait plus d'une trentaine de plaquages, un sac, un fumble forcé depuis le début de l'année. Échange étonnant quand même, il récupère qu'un 6e tour, je crois. En 2024 en plus, enfin c'est vraiment très, très, très obscur. Autant te dire que pour le GM des Rams, un 6e tour en 2024, c'est vraiment pas quelque chose qu'il va utiliser, ça va servir de monnaie d'échange. Ben ouais, je comprends pas trop le. Il y a quelques jours avant, ils ont restructuré le contrat de leur tacle droit, Rob Haverstein. Est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de préparer un trade? Peut-être. Pas En bête. libérant, parce que là, pareil, Pas bête. ça libère 2 millions de plus en séparant de Kenny Young. Ils ont des jeunes joueurs sur la rotation et on voit que le poste de linebacker n'est pas le plus important dans le schéma défensif joué par les Rams. Hein. C'est pas la clé de voûte du système. Donc, ils ont peut-être cette marge-là. Ils ont beaucoup de safety qui montent assez vite de mémoire. Donc, ouais, c'est sûr. Après, c'est plus pour Denver que ça les a arrangés parce qu'apparemment, ils ont des gros soucis sur le poste de backer. Ils en ont plus. Mais c'est sûr que la contrepartie intrigue un peu pour une équipe qui joue les playoffs. Ouais. Allez, Packers 24, Washington 10. Le pass rush de Washington s'est un peu réveillé en ralentissant Aaron Rodgers pendant une partie du match. Ils ont fini par plier évidemment devant lui et Davante Adams. Mais l'info du jour, c'est que la défense de Green Bay a stoppé des gens dans la zone rouge. Figurez-vous que sur les 6 premiers matchs de la saison, les adversaires des Packers étaient venus 15 fois dans les 20 yards adverses. Et ils avaient marqué 15 touchdowns, parce que la défense des Packers, c'était quand même très poli. Dimanche, la défense a réussi 4 stops de suite dans la zone rouge pour boucler le match. C'est quand même une belle info et c'est quand même le motif d'espoir pour Green Bay. Parce que bon, l'attaque, on s'en fait pas trop, même s'il y a que 24 points sur ce match. Non, Greg? Je sais pas, il y a un stop qui est lié à mon flop de la semaine, donc je vais pas trop en dire. Mais on va se la garder. Ouais, non, en l'occurrence, bon, c'est vrai que Washington, sur ce match-là, autant on ne doutait pas du fait que Green Bay, offensivement, allait réussir à les mettre un petit peu en difficulté, même si ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Washington a eu des opportunités. Ils ont des passages, notamment dans le 3e quart de mémoire, où justement ils ne concrétisent pas avec ces actions un petit peu litigieuses de Tyler Heinicke. Il y a cette interception de Chandon Sullivan également de mémoire. Donc il y a tous ces éléments qui font que même quand Washington, défensivement, arrive à être un peu plus impliqué que ce qui monte depuis le début de la saison, en attaque, ça ne suit pas. Il y a un fumble d'Antonio Gibson aussi de mémoire. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, tu ne peux pas... Ça devient trop compliqué pour Washington. Si tu es trop moyen en défense, c'est très léger en attaque. C'est difficile de mettre à défaut cette équipe de Green Bay qui n'a pas fait son match le plus abouti, mais qui, à mon sens, fait un match assez solide globalement des deux côtés du ballon. Raphaël, ça s'est joué sur l'efficacité aussi, parce qu'au final, Washington gagne plus de yards, garde le ballon plus longtemps, mais ils en perdent et ils font des erreurs. Oui, ça a eu l'air de s'être joué là-dessus, effectivement, avec une attaque moins talentueuse et qui arrive donc moins à conclure que celle de Green Bay. Donc, ça se joue là-dessus, effectivement. Après, c'est quand même pas encore ça du côté de Washington, même défensivement. Cette défense, on attendait plus que ralentir Rodgers pendant une mi-temps. Enfin, c'était quand même aussi un peu Ils ont fait une même première mi-temps. Hein. Oui, non, mais une fois que ça s'est ajusté, c'était fini. C'est ce que je dis. Une mi-temps, c'est bien, mais je crois, j'ai l'impression que les gens attendaient quand même un peu plus de Washington. Donc, c'est encore en construction pour moi des deux côtés, en fait, tout simplement. Je confirme. Browns 17, Broncos 14, c'était le match du jeudi gagné par Cleveland sans Baker Mayfield, mais avec D'Ernest Johnson à 146 yards au sol. Ils ont gagné sur leurs fondamentaux. Je trouve que c'est bon signe, non, pour ce genre d'équipe. Surtout Cleveland, qui a quand même rarement gagné sur ses fondamentaux ces 30 dernières années. C'est sûr, ils ont un Nick Chubb qui a manqué quand même beaucoup de snaps, je trouve, depuis le début de la saison. Et pourtant, c'est l'équipe avec le meilleur total de yards à la course. Je vais y arriver depuis le début de la saison, je crois, de mémoire. Donc, ils continuent à garder cette identité. Là, en plus, sur ce match-là, pas de QB titulaire, pas de running back 1 et 2. La ligne qui était quand même... Ils ont eu Jedrick Wills au dernier moment qui est revenu, mais Jack Conklin n'était pas là. Donc voilà, sans trop de surprise, ils se sont appuyés avant tout sur la défense pour essayer de faire déjouer l'attaque de Denver, ce qui n'est pas bien compliqué vu ce qu'on en voit depuis le début de la saison. Mais en tout cas, oui, offensivement, c'est bien de réussir à se sortir de ce match-là, de réussir à faire le dos rond pour enregistrer des victoires et repartir potentiellement sur une dynamique. Parce que là, si c'était défaite, c'était une fiche de 3-4 et ça devenait un peu plus compliqué. Oui, il reste dans la course, Raphaël. C'est important quand même d'avoir une identité comme ça pour une équipe. Oui, effectivement, je pense que c'est important, surtout offensivement, d'être capable d'avoir des schémas assez clairs, une identité qui permet aux remplaçants justement de s'en sortir.
Ça, c'est important et ça s'est vu dans ce match-là. Effectivement, la prestation défensive, moi, je la trouve. Alors, même si vous connaissez mon amour pour l'attaque de Denver, effectivement, je ne suis pas étonné qu'il fasse une bonne prestation défensive, mais pour moi, elle est même un peu meilleure que ce que je pensais parce que sur les dernières semaines, je trouvais cette défense vraiment en difficulté. Là, j'ai trouvé que vraiment, ils ont bloqué totalement l'attaque de Denver, ce dont je ne m'attendais pas non plus forcément. Donc, c'est un bon match pour eux de gagner dans ces circonstances-là face à un potentiel, parce qu'en termes de bilan, Denver a un potentiel adversaire pour une place en playoff, malgré tout, même si sur le fond, voilà. Donc, c'était important de leur importer. Ils restent accrochés au wagon de tête en AFC. On passe aux Seahawks 10, Saints 13, un match très long. Les Seahawks ont marqué dans le premier quart, ensuite seulement un field goal. Bonne défense des Saints, mais alors franchement, c'est poussif du côté de Seattle, 219 yards au total. C'est assez tragique. Pete Carroll s'est un peu étendu en conférence de presse sur à quel point Russell Wilson lui manque. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Ah bah oui, alors ça, quelle surprise, hein, vraiment. Merci Peter. C'est Peter son prénom. Je vais vérifier ça. On va faire tous les diminutifs comme ça, on est tranquille. Non mais ça, franchement, moi c'est un peu le problème que j'ai avec Pete Carroll depuis un peu trop longtemps et je serais curieux d'avoir le ressenti de fans des Seahawks, c'est qu'encore une fois, je veux dire, qu'il apporte cette énergie, cette dynamique, cette espèce d'adrénaline dans les fins de rencontre notamment, pour rendre les parties absolument dingues et pour laisser ces hommes y croire jusqu'au bout, c'est très bien. Mais je mets lui et Schneider dans le même panier, mais les mecs ont besoin d'attendre que Wilson soit pas là pour se dire ah tiens, c'est vrai que s'il est pas là, l'équipe elle est un peu bancale. Enfin, ça fait combien de temps qu'on dit que cette ligne offensive n'est pas bonne? Ouais. J'ai même pas envie de taper sur Geno Smith, il n'y a pas de ligne offensive. Non, mais là, oui, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste DK Metcalf qui a marqué juste ce qu'il fallait pour me battre en fantasy. Ça fait toujours du bien quand ça se joue sur le match du lundi. Je vais pas mentir. En tout cas, tu parlais de Cleveland-Denver. Je peux même mettre le San Francisco-Indianapolis. Sur les matchs en prime time, on a été gâtés cette semaine. Ouais, cette semaine, niveau spectacle. Ça a été un peu raide. Mon Raphaël, je vais pas te relancer sur le fait que Russell Wilson leur manque. Tu es le chef de la campagne Russell Wilson pour MVP. Donc, je suppose que tu es d'accord avec. Et est-ce qu'il y a plus valuable que ça? Je suis pas certain. Au sens premier du terme, à mon avis, tout le monde s'en rend compte. Au moins, cette année, on pourra dire qu'il était à 2 doigts, enfin, même à 1 en l'occurrence, d'aller chercher le MVP. Non, mais juste pour. Je pense quand même que ça montre les lacunes et les carences du management général des Seahawks. Quand même, oui, Russell Wilson n'est pas là, mais le problème, c'est que du coup, personne n'est capable d'élever un peu son niveau de jeu. Aucune escouade n'est vraiment capable d'élever son niveau de jeu pour essayer de combler ça. La défense n'a pas été. Oui, j'allais dire, ceci dit, ils prennent que 13 pions. Oui, pour être honnête. Après New Orleans, je ne sais pas si tu comptais enchaîner là-dessus, vas-y. Offensivement. Russell Wilson, Alvin Kamara, même combat. Je veux dire, si Alvin Kamara se blesse demain, j'ai beau respecter le savoir offensif de Sean Payton. C'est lui l'attaque. C'est lui l'attaque. 20 courses, 10 réceptions, donc il a 30 ballons pour lui. C'est un peu ça, encore une fois. Après, on ne va pas leur reprocher d'exploiter leur playmaker offensif depuis le départ en retraite de Drew Brees. Il était déjà l'année dernière en l'occurrence, mais c'est assez triste. Et je le répète, depuis le début de la saison, New Orleans, c'est toujours des visages un petit peu différents au fur et à mesure des rencontres, mais c'est loin d'être toujours des festivals offensifs. Je crois que c'est une des équipes qui a joué le moins de snaps en attaque, ce qui n'est pas forcément hyper révélateur. Mais en l'occurrence, faut faire la différence vite parce que sinon, ça peut se gâter assez facilement. Alors, mine de rien, ils sont à 4 victoires de défaite quand même. Donc, ils sont en course. Par contre, Seattle, ça fait 2-5. Donc, finalement, Seattle-San Francisco, dans la division qu'on a annoncée comme la division de la mort, ils sont quand même déjà plutôt loin. Alors, il y a des blessures qui ont aidé, évidemment. Et mais ils vont s'affronter prochainement, je crois, en plus. Oui, c'est possible. Dolphins 28, Falcons 30 victoires sur un field goal à la dernière seconde des Falcons avec un Kyle Pitts exceptionnel, 7 réceptions, 163 yards. Greg, Arthur Smith a quand même un beau pion offensif de base maintenant. Ils vont accrocher quelques. Un joueur générationnel, comme j'ai toujours dit à Victor. Et ben voilà. Alors, j'ai un quiz pour vous. J'aime bien les quiz aujourd'hui. Pitts a signé le 2e plus gros match de l'histoire pour un tight end rookie avec 163 yards. Savez-vous qui a signé le plus gros match en yards gagnés pour un tight end rookie? C'est vieux? C'est vieux. Non, c'est pas. C'est vieux, mais j'aimerais bien que ce soit moins vieux. Si je dis Gonzalez, c'est trop évident. Non, c'est plus vieux que ça.
Oula, c'est plus vieux que ça encore. Ouais, je pense pas que vous trouviez. C'est un mec qui a quand même été double Pro Bowler et double champion, mais je vous avoue que je connaissais pas des masses son nom. Non, c'est pas Winslow. Non, c'est plus vieux. C'était un très bon cru, c'est 1985, c'est pour ça que je dis que c'est vieux, mais pas tant que ça, d'accord, parce que c'est mon année de naissance. C'est Marc Bavaro, 176 yards avec les Giants en 85. Yes. Donc tu disais, en effet, joueur générationnel, Kyle Pitts. Ouais, bah en tout cas, il contribue. Son émergence coïncide quand même avec, j'allais dire, un meilleur rendement offensif. En tout cas, oui, de ce qu'on envoyait depuis le début de la saison du côté d'Atlanta, ça avait du mal un petit peu à se mettre en place. Et très clairement, là, non seulement il confirme bien que c'est un cauchemar en termes de match-up, mais ouais, les catchs qu'il va nous chercher entre deux défenseurs. Alors, je veux bien que Miami, depuis le début de la saison, soit beaucoup plus friable contre la passe. Ça, c'est indéniable. Et Raph, on avait déjà parlé ces dernières semaines. Mais ouais, là, en ce moment, même si les adversaires ne sont pas toujours fabuleux sur le papier, il contribue à faire avancer les chaînes. Il y a une ligne offensive également qui est bien meilleure du côté d'Atlanta ces dernières semaines et c'est quand même assez notable. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu Atlanta dans le top 10 des équipes qui ont concédé le moins de sacs. Donc voilà, encore une fois à confirmer, mais en tout cas, on voit des meilleures choses. Et ouais, ce duo Ryan Pitts, en effet, est annonciateur de bonnes choses, avec en plus le retour d'un Russell Gage qui a été performant ce week-end, d'un Calvin Ridley également qui se remet doucement sur pied. Donc voilà, ça promet de nouveau une attaque encore très explosive dans le domaine aérien du côté d'Atlanta. Ouais. Bah, c'est ça, moi j'allais dire que c'était beau ce dernier drive où on l'attend et il est là et il en prend une, il en prend deux. Raphaël, est-ce que c'est enfin notre pronostic du retour des Falcons au Super Bowl qui commence, hein, c'est la première pierre. Ah ouais, la route est longue, les gars. Ouais, la route elle est un peu longue là quand même. Je dis ça parce que c'était quoi? C'était l'année après le Super Bowl qu'ils perdent où on avait tous les deux annoncé qu'ils y retournaient. Ouais. Non, là je vais clairement pas me hyper autant parce que la défense c'est quand même pas encore ça quand on voit ce que Miami a fait en attaque. C'est mieux, hein, le run-stop, c'est pas mal. Hein. Oui. Bon, ils ont personne en face. Oui. Bon, justement, pour Miami, 32 sur 40, 291 yards, 4 touchdowns, 2 interceptions pour Tua Tagovailoa. Il y a eu du très mauvais avec les 2 interceptions qui plombent son équipe parce qu'ils prennent 10 points derrière. Et puis, il y a aussi du très bon sur quelques séries. Il les fait revenir dans le match quand même, il faut le dire. Il les fait repasser devant. C'est pas de sa faute si la défense ne défend pas, en l'occurrence sur le dernier drive. C'est les montagnes russes. Mais il y a des progrès quand même. Il y a plus de spectacles qu'avec Brissett. C'est vrai. Pour en dire certains. Mais ouais, non, en l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là, malheureusement, ça m'embête de prendre toujours cette comparaison, mais il y a un côté un peu de Jameis Winston. C'est-à-dire qu'en effet, il y a du spectacle où tu te dis il peut y avoir des touchdowns, etc. Sa collaboration avec Gesicki sur ce match-là a fait beaucoup de mal à Atlanta, avec ses tight ends en règle générale. Fun fact, Gesicki était aussi contre moi en fantasy. Évidemment. Ça s'est bien passé apparemment pour toi. Ouais, très bien. Mais voilà, il y a aussi cette interception un peu fâcheuse sur le pic d'Olwokun. C'est l'action qui suit l'interception, je crois, c'est celle de Xavier Howard ou c'est le fumble, je sais plus. Mais c'est une perte de balle d'Atlanta que pourrait bonifier Miami dans la moitié de terrain adverse. Et il rend le ballon directement derrière. Donc, pour exploiter un momentum, c'est un peu compliqué. C'est pas, en effet, il menait d'un point malgré tout à 1 minute 30 de la fin. Donc, c'est pas sa seule prestation qui explique la défaite de Miami. Mais ouais, il y a encore malheureusement trop d'erreurs pour un joueur dont on attend qu'il progresse peut-être pas aussi vite que Burrow et Herbert, ses compagnons de QV, mais en tout cas, dont on attend qu'il apporte beaucoup plus que ce que pouvait apporter notamment Jacoby Brissett. Raphaël, on disait la semaine dernière que Miami était une des pires équipes de la ligue. Est-ce que tu es un peu rassuré par cette sortie de Tua Tagovailoa? Oui, c'est un peu mieux. Après, je te dirais que je serais rassuré si les échos du vestiaire n'étaient pas aussi négatifs et ça commence un peu à sortir, que ça se passe pas très bien. Donc, spirale de défaite, ambiance moyenne, je ne sais pas si ça a de quoi me rassurer. Après, oui, c'était un peu mieux sur le terrain. Tagovailoa, c'était un peu mieux. La défense aérienne, malgré ce qui s'est passé, c'était mieux du côté de Xavier Howard, par exemple. Pour moi, il fait son meilleur match de la saison. Donc, il y a des choses qui vont mieux, mais bon. Rumeur de Sean Watson, évidemment, pendant toute la semaine. Là, on ne va pas y couper. Patriots 54, Jets 13. 12e victoire de suite pour les Patriots contre les Jets. Les Jets qui n'ont toujours pas marqué dans le premier carton cette année. Quand on sait que là où les premières séries sont scriptées, ce n'est pas super rassurant pour les coachs des Jets. Non, j'ai envie de dire. C'est un aparté, mais...
Ouais, bon, pas d'interception pour Zach Wilson. Zéro quand même. Bon, bref, Zach Wilson sorti sur blessure après 10 passes, mais surtout la défense a encaissé donc 551 yards. Alors, je sais que les Patriots ont une bonne attaque, Mac Jones qui progresse, tout ça, mais c'est dramatique en fait, non? Est-ce qu'il y a un joueur dans l'effectif défensif des Jets qui est titulaire indiscutable ailleurs? Ouah, Marcus May, leur safety quand même. Ok. Pour moi, c'est. Queen Williams, c'est pas mauvais quand même. Ok. Franchement, t'es un peu dur. La défense n'était pas si Ouais, mauvaise non, que là franchement. jusque-là. Cette Non, saison. là, Moi, je te veux trouve dire, un peu dur. Au bout d'un moment, faut voir le temps qui passe. Enfin, c'est quoi le temps de possession? Je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression d'avoir vu que les pattes avec le Alors, permettez-moi de rejouer un jeu pendant que Greg. Ah, vas-y. On rejoue à la dernière fois qu'ils ont drafté un Pro Bowler, et là, c'est Voilà. quel que soit le poste. Darrell Revis. Non, quand Non, même. Jamal Pro Bowler. Adams. Pro Jamal Bowler, Adams. pas All Pro. Jamal Adams 2017. Ensuite, Putain, je suis nul à ces trucs-là, bordel. Ouais, c'est pas facile après Jamal Mohamed Adams, à mon Wilkerson. avis. non, c'était 2011, mais il y en a eu deux entre-temps. Leonard Williams. Richardson, Leonard il fait Williams, pas un Pro Bowl Leonard Williams 2015, Sheldon Richardson 2013. D'accord. Ok. Qui donc deux qui sont plus chez eux. C'est Oui, dur. ça fait partie des nombreux. Bah non, les trois, Et d'ailleurs, du coup, chez il drafte bien en défense. Ça Pour va les plutôt autres. dans le sens. Ouais, bon. Non, mais ouais. Alors, j'ai regardé la possession pour le coup, c'est un peu rééquilibré au fur et à mesure, mais enfin, globalement, encore une fois, je vais le redire, mais en début de saison, j'ai pas participé au ranking, hein, mais de base, j'aurais peut-être pas mis les Jets 32, mais leur effectif me paraît léger quand même. C'est un effectif qui c'est un est euphémisme. extrêmement jeune. Et là, de toute façon, que ce soit Zach Wilson ou son remplaçant, dont j'ai oublié le prénom, Mike White, Oui. voilà, enfin, tu peux pas non plus tirer énormément de ce groupe-là. Et on s'attendait à ce que ce soit une année de transition. Le problème, c'est que ouais, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement poussif. Il y a des play calls offensifs, notamment, qui sont extrêmement délicats, surtout comme tu le disais, en début de match, alors que justement, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une petite impulsion sur des jeux qui sont quand même préparés en amont. Et là, ouais, malheureusement, ça fait quand même 2 matchs qu'ils jouent contre les Pats. Alors, du côté de New York, ça n'avait pas été une telle débâcle, mais il y avait quand même une classe d'écart entre les deux équipes. L'apprentissage est quand même un peu compliqué pour Robert Saleh du côté des Jets. Donc, eux aussi, ils ont 2 premiers tours l'année prochaine, grâce aux Seahawks. Non, mais un an trop Alors, tard, mais ils continuer à auront bonifier peut-être ça, ils auront peut-être le premier choix cette année. Ils auront peut-être le premier choix. Ouais. Mac Jones est à 24 sur 36, 307 yards, 2 touchdowns, c'est sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, moi je trouve, qui est presque idéal pour eux, c'est qu'ils sont exactement dans les mêmes résultats que l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils vont être pas loin des playoffs, mais ils n'y seront pas avec une défense un peu solide et du jeu au sol, etc. Sauf que cette fois, ils ont un quarterback d'avenir. Et c'est déjà la bonne nouvelle, Raphaël. Oui, si Mac Jones arrive à se confirmer comme un quarterback d'avenir, c'est forcément la bonne nouvelle pour eux. En tout cas, pour le moment, sur les premiers rookies cette saison, c'est celui qui. Je ne sais pas si c'est celui qui en monte le plus, mais en tout cas, c'est le plus fiable. Bon, alors après, c'est peut-être pas celui qui a le pire contexte non plus. Il faut bien sûr nuancer ça. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Ils peuvent quand même repartir sereinement avec lui l'an prochain. Et cette saison n'est que de l'apprentissage. Donc à partir de là. Eh bien, à partir de là, on passe au top et au flop. Alors, et si je mets le jingle. Les tops et les flops. Raphaël, ton top. Mon top, j'en ai parlé, donc je vais aller très vite, mais c'est les Bengals. Je ne les voyais pas du tout à ce niveau-là. Je pense que sur nos nombreuses saisons de podcast, je suis pas loin de penser, c'est peut-être l'équipe sur laquelle je me suis le plus planté en début de saison. Parce que là, vraiment, moi, je pensais vraiment pas qu'ils seraient capables d'aller chercher des victoires pareilles, en fait. Donc tant mieux, c'est cool, ça nous fait une belle équipe de plus à voir dans la ligue. Donc, bravo, qui continue là-dedans. Voilà. Grégory. Écoute, on n'en a pas parlé tout à l'heure. La 600e passe de touchdown de Tom Brady. Forcément, c'était important d'en parler. Et voilà, je commence à me dire, en regardant un petit peu les différentes fiches de stats, que en gros, il n'y a aucun record qu'on va réussir à battre venant de lui, quoi, parce que c'est compliqué d'arriver à tenir jusqu'à l'âge qui est le sien. Donc, même avec un match il continue de marquer chaque jour un peu plus de son empreinte à l'histoire de la ligue, quoi. Après, un match de plus par saison, peut-être bientôt 2 matchs de plus par saison, mais le problème, c'est l'âge, en fait. La durée. Tu le dis bien, ouais, ça va être compliqué de tirer 20 ans titulaire. Parce que tant qu'il est aussi bon qu'il l'est actuellement, je vois pas pourquoi le mec dirait j'arrête. Hein. Ah bah, clairement. Il a l'air de vouloir continuer jusqu'à temps qu'il tient. Hein.
Il n'a aucun hobby. Cet homme n'a aucun hobby. Peut-être qu'il va découvrir les puzzles et qu'il va tout claquer. Hein. Il va faire les championnats du monde de puzzle et tout, le mec, c'est bon. Ce quoi. serait une si belle histoire pour un 30 for 40. J'adorerais qu'un jour, ouais, ah ouais, putain, pour un 30 for 30, tu sais, avec ses voix un peu, tu sais, mystiques et tout. Et un jour, il découvrit un puzzle. Mais Et tu vois les témoignages, je ne m'attendais pas du tout à cette conférence de presse. C'était un véritable coup de tonnerre quand Tom est arrivé sur le podium. je l'imagine tellement en plus trash talker une mamie en championnat du monde de puzzle et tout. Complètement. Mon top, messieurs, est climatique puisque c'est la pluie. C'était pour le match Colts 49ers. Alors, attention, je veux pas ça pour un gros match ou un Super Bowl, mais en saison, une fois de temps en temps, ça me fait marrer ces matchs où tout glisse et où tout se barre dans tous les sens. Et notamment cette action que j'ai mis en espagnol dans les leçons de la semaine avec, je crois que c'est Ayuk, du coup, qui se retrouve au fond de la end zone après avoir glissé le ballon 3 fois, etc. Et je vous recommande le clip en espagnol. Raphaël, ton flop? Mon flop, écoute, pour être franc, j'en ai pas. T'es un mec positif. Ouais, là, j'avais rien de pas. Bah, en fait, j'avais un ou deux flops, mais c'est toujours les mêmes sur Kitchtab, donc je me suis dit que j'allais me retenir. Et, Très bien. Bon, voilà. Tu as le droit, c'est ton droit. Grégory? Ah bah moi j'en ai. J'en ai 10. J'en peux plus. Chaque semaine, je découvre des nouvelles règles de la NFL qui m'énervent. J'en veux... Non mais franchement, je ne comprends pas comment le touchdown de Tyler Heinicke a été annulé. Franchement, alors, manifestement, ce n'est pas nouveau, parce que c'est une règle qui a été instaurée il y a 2-3 saisons de ça, manifestement, si j'ai bien compris. Mais alors, sur le postulat de dire on va protéger les quarterbacks, etc., partir du principe que, alors que tu n'es pas touché, rien que le fait que le mec soit quarterback, ça change tout. Si un running back fait exactement la même chose, il y a touchdown. Au bout d'un moment, moi, je ne peux plus. Je reviens toujours au même exemple d'Alain qui dit tu fais découvrir ça à une personne lambda, qui est novice. T'es là, tu dis même toi, t'es là. J'ai pas dans l'idée de connaître toutes les règles, très loin de là, mais à un moment donné, tu te dis je commence à avoir un petit bagage. Non, chaque semaine, on a encore un dernier truc qui sort de derrière les fagots. Bah non, le gars, on va lui refuser son touchdown parce que, il s'est... C'est quoi l'expression? Il s'est livré ou je sais pas. Oui, c'est abandonné. Give himself up, oui, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et alors, il y a autre chose. Alors, ça m'a beaucoup moins irrité. Mais c'est pareil, le touchdown de Marquise Brown, j'étais persuadé qu'il fallait les deux appuis différents. Je sais pas moi, les deux pieds par exemple. Sur un touchdown, on voit qu'il y a l'appui du pied droit plus le genou droit. Ouais. Et j'avoue, je ne connaissais absolument pas cette. Donc je continue d'apprendre. Ah oui, ça, oui. Je savais que c'était 2 points d'appui, mais je pensais que c'était quand même 2 points d'appui relativement équilibrés, quoi. Manifestement. Attends le soir du Super Bowl quand tu vas devoir expliquer à un de tes proches. Oui, non, mais alors là, parce qu'en fait, c'est ce soir, c'est un jour de pleine lune. Donc, du coup, ça modifie un petit peu la règle de la règle. Tu parlais de l'action avec Ayuk. Moi, sur le moment, j'ai cru qu'il y avait touchdown pour les Colts. Parce qu'il touche quand même le ballon sur le retour de punt. C'est lui qui, finalement, renvoie le ballon vers son propre camp, se fait choper dans sa end zone. Moi, pour le coup, je n'avais pas en tête qu'il lui fallait la possession du ballon pour être considéré comme vraiment... Enfin, bon, bref, c'est... non, mais il y a eu la remarque dans les commentaires, d'ailleurs, sur l'article. On prend souvent l'exemple, et moi, je me mets à la place des fans de Washington. Tu vis la saison que tu es en train de vivre, tu arrives à recoller à un touchdown de Green Bay, on te fait « Ah bah non, ton quarterback, il y a une nouvelle règle, tu n'étais pas encore au courant, mais ton quarterback, quand il se jette tout seul, ça annule l'action. » Bon, formidable. Écoutez, moi je vais terminer. Alors j'étais un peu comme toi, Raphaël, j'avais pas de flop pour être honnête, mais on m'en a servi un ce matin pour montrer la bonne gestion des Jets qui lâchent donc un choix de draft pour récupérer Joe Flacco. Je trouve c'est un ça... 6e tour. Putain, mais n'importe quel choix de draft pour récupérer un mec, un vétéran pour jouer dans ton effectif dans une saison qui est complètement perdue. Je comprends pas en fait. Vraiment le principe. Joe Flacco va se révéler, on n'en sait rien. Tu te rends compte qu'ils ont payé le même prix pour Joe Flacco, qui peut monter à un 5e tour s'il joue beaucoup. C'est autre chose. Ils ont quand même payé. Ils vont avoir payé plus cher Joe Flacco que les Broncos ont payé le linebacker des Rams, qui doit quand même rendre 15 piges à Joe Flacco. Non, mais bon, après, je vais pas te dire que c'est un bon choix. Non, j'aurais pas pris un 6e tour, en effet, dans une saison en transition. Mais bon, c'est quand même... Ce sera toujours mieux, a priori, sur le papier que Mike White, en l'occurrence. Joe Flacco, ils l'ont pas coupé cette intersaison?
Mais Il si, était pas enfin, ils l'ont encore pas signé. Non, il était en fin de signé. Ah oui, ils l'ont contrat, pas Il est en fin de signé. Ouais, contrat, mais en plus, tu perds un 6e tour Mais sur un oui. mec qui aurait pu revenir à New York Que t'aurais pour pu 500 signer. 000 balles. Ouais, enfin, C'est un délire, hein. Bref. Mais oui, bon, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je suis désolé, ça fait encore un peu de contre les Surtout Jets. qu'il était mais, QB3 aux Eagles, Flacco, non? Parce qu'il y a Minshew. Ah oui, il est maintenant derrière en Minshew, deux. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais bon, voilà. Un peu cher. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Bah, c'est-à-dire qu'au-dessus de 100 balles, ouais, a priori, tu vois, genre. Moi, j'aurais mis un 7e de la draft 2025 pour être La, tranquille. la seule chose que ça valait, c'était un coup de fil et un pot de vin en mode je te mets une enveloppe si tu le coupes et qu'on peut le récupérer. Voilà. Mais sinon, ça je se vois fait pas pas. en NFL, monsieur Mattei. Non, évidemment. C'est comme ça que se termine l'épisode 443 du podcast Touchdown Actu. Cette émission vous a été proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots et des casquettes NFL. Ça se passe chez JD Sport. Vous avez tous les liens dans l'article du podcast. Et évidemment, vous pouvez aller directement sur leur site ou dans les magasins. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je l'avais promis. Il y a plein de remerciements cette semaine. Il y a Grogori, qui est un quasi-homonyme de Grégory. T'as vu ? Très joli nom. Grogori. J'ai beaucoup mangé pendant les vacances. C'est Voilà. Guigui, Alicia, Julien Brossillon, Chogo, Lerkin62, Dak Forbest, Melchion, Biker B44, Bourbon Bap, Anto, Clément, Céline Biernacki, Panther of Steel, Thibaut, Fabouz, Boomer73, Lil Molicou, Damien, Stilt, Coucoulem, Coropokels, François, Jeff The One et Po Green Jack. Il y en aura d'autres encore évidemment la semaine prochaine. Et les sous-verts de Halloween devraient partir a priori mercredi ou jeudi. Les enveloppes sont prêtes. Dès qu'ils arrivent de l'imprimerie, je vous promets, ils partent. Et j'espère que vous les aurez pour la citrouille. Ça va être juste. Mais je ferai. J'irai avec mon petit vélo à la poste mettre tout ça moi-même dans la boîte. Merci beaucoup Grégory. C'est un plaisir. Merci beaucoup Raphaël. Merci. On se retrouve jeudi pour la preview et on a tellement modifié les plannings que je ne sais plus avec qui ce sera. Ce sera Victor ou Lucas. Je crois que c'est Victor. Vous découvrirez ça jeudi. On parlera évidemment un peu de trade deadline. À jeudi. Très bonne semaine à tous. Petit générique. Bonne semaine. À jeudi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.